déplaçaient en meute, allaient les unes chez les autres, dans leur résidence principale ou leur maison de vacances selon les saisons, la 17e rue Ouest devenait la demeure du cénacle pendant quelques mois, à partir de la fin septembre, quand Solomon se rendait à son hacienda. Il n'empêche, où que ces dames puissent habiter dans le pays, la clique restait invariablement un groupe fermé, un cercle impénétrable. Cantonné, pour l'essentiel, à sa chambre et à celle de ses gouvernantes, Benjamin n'avait qu'une vague notion du reste de la bâtisse de grès rouge où il grandissait. Quand sa mère et ses amis étaient là, on le tenait à distance des pièces où l'on fumait, jouait aux cartes et buvait du sauterne jusque tard dans la nuit. Après leur départ, les étages principaux se transformaient en une sombre enfilade de fenêtres aux volets fermés, les meubles y étaient recouverts de draps et les lustres emballés dans des linceuls bouffants. Toutes ses nourrices et ses gouvernantes disaient de lui que c'était un enfant modèle, et tous ses tuteurs le confirmaient. Les bonnes manières, l'intelligence et l'obéissance ne s'étaient jamais aussi harmonieusement combinées que chez cet enfant au tempérament si doux. Le seul reproche que ses premiers mentors pouvaient lui faire, en cherchant bien, était la réticence de Benjamin à fréquenter d'autres enfants. Quand l'un de ses tuteurs attribuait à la peur le fait que son élève n'eût pas d'amis, Solomon balayait ses inquiétudes d'un geste de la main, disant que le garçon était simplement en train de devenir un homme indépendant. Son éducation solitaire ne l'avait pas préparé au pensionnat. Au cours du premier trimestre, il devint l'objet de menus cruautés et d'outrages quotidiens. Avec le temps, cependant, ses camarades de classe découvrirent que son flegme faisait de lui une victime peu satisfaisante et le laissèrent tranquille. Il restait dans son coin et excellait, impassible, dans toutes les matières. À la fin de chaque année, après lui avoir accordé tous les honneurs et distinctions possibles, ses professeurs, immanquablement, lui rappelaient qu'il avait vocation à apporter beaucoup de gloire à l'établissement. Il était en terminale quand son père mourut d'une crise cardiaque. Lors des obsèques, à New York, les membres de la famille autant que les connaissances furent impressionnés par la retenue de Benjamin, mais la vérité était que le deuil avait simplement donné à son tempérament naturel une forme socialement acceptable. Affichant une formidable précocité qui déconcerta les avocats et les banquiers de son père, le garçon demanda à examiner le testament et tous les documents financiers afférents. M. Rask avait été un homme ordonné et consciencieux, et son fils ne trouva aucune erreur dans les documents. Ayant réglé cette affaire et sachant à quoi s'attendre à sa majorité, quand il entrerait en possession de son héritage, il retourna dans le New Hampshire terminer le lycée. Sa mère passa son bref veuvage avec ses amis dans le Rhode Island. Elle s'y rendit en mai, peu avant la remise du diplôme de Benjamin, et à la fin de l'été, mourut d'un emphysème. La famille et les amis qui assistèrent à ces secondes obsèques beaucoup plus feutrées surent à peine comment s'adresser au jeune homme devenu orphelin en l'espace de quelques mois. Heureusement, il y avait moult questions pratiques à aborder, fidéicommis, exécuteurs testamentaires et les complications juridiques liées au règlement de la succession. L'expérience estudiantine de Benjamin fut un écho amplifié de ses années d'écolier. Il ne s'était pas départi de ses problèmes d'adaptation ni de ses talents, mais désormais il semblait avoir acquis une sorte de froide prédilection pour les premiers et un dédain silencieux pour les seconds. Certains des traits les plus saillants de sa famille ne s'étaient vraisemblablement pas perpétués avec lui. Il n'aurait pu être plus différent de son père, qui avait toujours été le centre de l'attention quand il entrait dans une pièce, la figure autour de laquelle tout le monde gravitait. Et il n'avait rien de commun non plus avec sa mère, qui n'avait sans doute jamais passé une journée de sa vie toute seule. Ces traits qui le distinguaient de ses parents s'accentuèrent encore davantage après l'obtention de son diplôme. Il quitta la Nouvelle-Angleterre pour se réinstaller à New York et échoua là où la plupart de ses connaissances rencontraient un succès florissant. C'était un piètre sportif, un mondain apathique, un buveur peu enthousiaste, un joueur blasé, un amant tiède. Lui qui devait sa fortune au tabac n'était même pas fumeur. Ceux qui l'accusaient d'être par trop frugal ne comprenaient pas qu'à la vérité, il n'avait guère de désir à réprimer. Le commerce du tabac ne présentait pas le moindre intérêt pour Benjamin. Lui déplaisait non seulement le produit, le geste primitif de téter et d'aspirer la fumée, la fascination sauvage pour cette fumée, la puanteur aigre-douce de feuilles pourries, mais aussi la convivialité allant avec, que son père avait tant apprécié et si bien exploité. Rien ne le dégoûtait plus que les complicités brumeuses du fumoir. En dépit de ses efforts les plus sincères, il ne pouvait vanter avec le moindre semblant de passion les vertus d'un Lonsdale comparé à un diadéma. Et il était incapable de chanter les louanges avec la vigueur que seule une connaissance.